Les rétrospectives de fin d'année, c'est un peu ma passion. Quand on apprécie le travail de critiques et réalisateurs, découvrir leurs avis sur les films de l'année permet de mieux comprendre leur goût et souvent de découvrir des perles qu'on aurait autrement ignorées. Je ne prétends pas être un critique émérite, loin de là. J'ai juste des goûts un tout petit peu plus éclectiques que la moyenne et j'ai toujours tendance à regarder au-delà du marché habituel type blockbuster et film à Oscar. Ce qui me permet par exemple cette année de trouver que contrairement à ce que j'entends partout, on a reçu une flopée d'excellents films. Les blockbusters ont très souvent déçu, et moi le premier, mais dès qu'on s'éloignait un peu des grosses sorties vers les petits et moyens budgets, on réalisait que le cinéma est bien vivant et qu'il a encore de belles années devant lui. J'ai donc compilé une liste de 25 métrages. Si vous finissez la vidéo, vous verrez que c'est assez varié, j'ai pris vraiment de tout, autant des sorties régulières que les films exclusifs à Netflix par exemple. J'ai aussi inclus quelques courts-métrages disponibles ça et là. Je les ai vraiment mis dans aucun ordre particulier et je pense vraiment que tous valent le coup d'œil, mais si jamais vous recherchez les indispensables, j'ai mis une petite mention cœur à côté. Mais sans plus d'introduction, la liste des œuvres cinématographiques que vous avez peut-être ratées cette année. Numéro 1. Carol de Todd Haynes. Carol est l'histoire d'une romance entre deux femmes dans le New York des années 50, avec d'un côté Thérèse jouée par Rooney Mara et de l'autre Carol jouée par Cate Blanchett. C'est tout simplement l'un des films avec la meilleure photographie de cette année, et Todd Haynes est capable de nous sortir des plans d'une justesse assez ébouriffante. New York est reproduit à merveille et un long travail sur les décors se fait ressentir pour faire vivre le tout. Du côté des acteurs, Cate Blanchett est à un pic de charisme et fait tout graviter autour d'elle. C'est à la limite de l'avoir volé toutes les scènes où elle joue si elle n'était pas secondée par la tout aussi talentueuse Rooney Mara. On ressent chaque étape de la relation et le tout est extrêmement poignant et touchant à l'image. Ajoutez à cela un Carter Burwell qui livre une bande son tout en volupté et douceur et vous avez là l'un des meilleurs films de cette année. Numéro 2. Mademoiselle de Park Chan-wook. Park Chan-wook a un tel contrôle de la forme dans sa réalisation qu'on ne peut être qu'en admiration. Mademoiselle prend place en Corée dans les années 1930 alors que Suki est engagée comme servante auprès d'une riche japonaise du nom d'Hideko. Mais il ne s'agit que d'une grande arnaque orchestrée par un escroc et cette même Suki dans le but de soutirer la fortune de la demoiselle. C'est un jeu totalement jouissif de faux semblants, de twists et de double sens. Le film est construit en 3 actes avec à chaque acte un nouveau point de vue et de nouvelles révélations. Park Chan-wook s'amuse et ça se voit. Le film est incroyablement drôle. Il jongle parfaitement entre la critique de l'hypersexualisation, de la pornographie, du contrôle abusif, tout en proposant un spectacle sexuel et sensuel positif sur une relation homosexuelle. Mademoiselle rejoint donc Carol dans cette thématique, mais je me suis plus attaché à Mademoiselle de par sa sincérité et ses sentiments crus. Un must-see, sans aucun doute. Numéro 3. San Junipero de Charlie Brooker et Owen Harris. Le thème des relations homosexuelles féminines a décidément pas mal inspiré réalisateurs et scénaristes avec une nouvelle entrée réussie sur le sujet. Il s'agit d'une histoire où il vaut mieux foncer tête baissée, mais si vous souhaitez un léger résumé, il s'agit d'une romance entre Yorkie et Kelly, joués respectivement par Mackenzie Davis et Gugu Mbatha-Raw, prenant place dans la vie de San Junipero, où c'est la fête tout le temps j'ai l'impression. Avant de continuer, c'est une petite triche de ma part car San Junipero est en fait le 4e épisode de la 3e saison de la série britannique Black Mirror. Cependant, pas d'inquiétude, car c'est une série d'anthologie et par conséquent chaque épisode se suffit à lui-même. Aucun lien narratif n'est repris d'un épisode à l'autre et vous pouvez très bien sauter dans le désordre à travers ceux-ci. Ce qui les lie entre eux est une thématique, l'influence d'une technologie poussée à l'extrême sur les relations humaines. La série a réussi à merveille son portage sur Netflix avec une qualité de jeu et de réalisation supérieure aux 2 autres saisons. Ce qui distingue San Junipero du reste est une approche beaucoup moins cynique et nihiliste, qualité souvent portée au nu de la série. A la place, on a le droit à un final 20 fois plus dévastateur, mélancolique à l'extrême, et une profonde réflexion sur l'amour et les liens affectifs qui peuvent nous unir. L'esthétique est ultra léchée avec une forte thématique néon rétro et un jeu des couleurs toujours impressionnant. Côté musique, la playlist va des 80s aux années 2000 et possède même de nouvelles compositions de Clint Mansell, le compositeur de la bande originale de Requiem for a Dream, entre autres. La série est donc disponible sur Netflix, mais si vous ne devez regarder qu'un seul épisode, ce sera celui-là. Numéro 4. The Invitation de Karyn Kusama. Je vais continuer sur les films disponibles sur Netflix avec ce métrage totalement maboule et renversant. Toute personne qui l'a vu vous dira d'y aller totalement à l'aveugle et de ne rien lire sur le film. Celui-ci est en effet construit sur un mystère, un travail d'ambiance des plus fameux et en connaître trop sur le film, c'est se gâcher l'expérience selon moi. En effet, nous suivons Will, joué par Logan Marshall Green et pas par Tom Hardy, même si la ressemblance est frappante,
Invité par son ex-femme à une réunion entre amis, il va passer tout le film avec ce sentiment d'appréhension que quelque chose se trame. Ce choix de point de vue m'a fait travailler le cerveau pendant tout le film. Est-ce que ce sentiment de crainte est justifié? Quelque chose de suspect est-il vraiment en train de se passer? Ou ne sommes-nous pas biaisés, nous aussi, par le point de vue de Will? Nous ne sommes en plus pas aidés par la présence de John Carroll Lynch, qui pour moi sera toujours suspect après son rôle dans Zodiac de David Fincher. Le casting participe vraiment à la mise en place de l'histoire et les talents en présence donnent une leçon de jeu tout le long. The Invitation, c'est tout simplement le meilleur troisième acte de cette année et la meilleure construction possible. Une réflexion paranoïaque sur la manière que nous avons de mener notre deuil dans la société, et avec lequel vous n'aurez qu'une question à la tête: pourquoi Karyn Kusama n'est-elle pas courtisée par tous les studios pour réaliser un nouveau film? Numéro 5, Into the Inferno de Werner Herzog. Documentaire exclusif à Netflix à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Into the Inferno est ce genre de doc qui vous fait réfléchir sur votre place dans le monde. Si l'on résumait ça à quelques mots, on pourrait dire que c'est du Werner Herzog slamant des phrases du type « Volcanoes do not care about you » tout en délivrant des images à couper le souffle des volcans. Ce n'est pas tant un film souhaitant informer sur la nature de ceux-ci, mais traitant plutôt de la fascination des hommes pour eux. Que ce soit les vulcanologues, les peuples d'Indonésie ou ces images qu'il parvient de ramener de Corée du Nord où des officiers vont faire face aux volcans. C'est démesuré, un profond regard sur les humains et sur les passions qui nous animent. Il me faut encore rattraper son autre documentaire Lo and Behold sur internet et Salt and Fire. Avec ces trois films sortis en 2016, Herzog prouve qu'il a encore beaucoup de choses à raconter. Numéro 6, The Prequel Strike Back, A Fan's Journey de Bradley Weatherholt. Je quitte Netflix pour me tourner vers YouTube qui a vu son lot de bonnes réalisations cette année. Et avec elle, ce fan documentaire de Star Wars revenant sur l'un des moments les plus détestés de la saga de George Lucas, la prélogie. À travers différentes interviews de fans ou de personnes plus éminentes, Bradley Weatherholt mène sa barque en essayant de faire reconsidérer cette trilogie. Et ce, non pas comme un chef-d'œuvre incompris, mais seulement comme un ensemble de films qui, contrairement à ce que beaucoup sous-entendent ou clament haut et fort, résulte de la vision d'un auteur. C'est une franche considération du travail de Lucas et le documentaire dont tout fan de la prélogie a besoin pour ne pas se sentir seul. Il m'aura fallu ça et un Rogue One que j'ai trouvé franchement solide pour rallumer la passion et me faire attendre avec une impatience non dissimulée le prochain opus. Numéro 7. Jeu de société de la chaîne YouTube Les Parasites. Je pense que nos réalisateurs auteurs évoluant sur YouTube sont meilleurs que les Américains. C'est presque vérifié à chaque fois que je compare les deux écoles de court-métrage. Je me permets donc de vous présenter Les Parasites, un collectif franchement à suivre qui sort des vidéos qui valent à chaque fois le coup d'œil. Mais aucune de leurs créations n'égale celle-ci jusqu'à maintenant. Tout est construit sur un système de métaphores fort bien amené alors qu'une simple partie de jeu de société se déroule sous nos yeux. La réalisation est de premier ordre, un fort beau court-métrage que je recommande chaudement. Numéro 8. Somnambule de Timothée Hochet. Mon réalisateur préféré sur YouTube, c'est Timothée Hochet. Cela est en grande partie dû à son penchant pour l'horreur. Ses créations avaient un côté très sympathique, mais c'est vraiment Snap en 2015 qui l'a ramené vers mes radars. Ses courts-métrages n'ont cessé d'augmenter en puissance depuis. Il a eu quelques créations intéressantes en 2016 avec par exemple l'extraordinaire Calls, mais pour moi Somnambule reste le meilleur. Étant particulièrement intéressé par tout ce qui est mise en scène de l'horreur et du fantastique, je trouve totalement mon bonheur dans ce court-métrage. Personnages bien ancrés et relations directement établies entre les deux sœurs, le décor de la maison familiale qui évoque tant de choses, le trauma de l'aîné, le fantastique qui s'immisce petit à petit et finalement une conclusion qui fait frissonner. L'ambiance sonore participe en grande partie au résultat final et ça on le doit à Norman Cooper et chaque fois qu'ils collaborent ensemble le résultat vaut le coup d'œil. Somnambule, ça s'inspire de tout ce qui se fait de bon dans l'indé horreur actuel et un visionnage fortement recommandé. Numéro 9. Previous Action de Gareth Edwards. Autre court-métrage de qualité sur YouTube, cette petite bombe d'action nous est livrée par le réalisateur de la duologie The Raid. Donc forcément, c'est chorégraphié d'une main de maître avec cette fois une difficulté en plus parce que les protagonistes se battent à l'épée. L'image est forcément très plaisante avec ce noir et blanc et si vous avez apprécié son travail sur The Raid, ce petit court-métrage permet de patienter en attendant la sortie d'un nouvel opus. Numéro 10. Train pour Busan de Yeon Sang-ho. Cette année était un peu dépourvue de bons films d'action, exception faite de Train pour Busan. Vous savez, de temps en temps, on pense avoir vu assez de films de zombies, mais fort heureusement, un film parvient toujours à vous rappeler pourquoi vous adorez le genre. Train pour Busan n'a pas démérité au box-office, mais pour moi ça aurait dû être le numéro 1 de cet été tellement il détonne de créativité par rapport aux blockbusters sortis à la même période. L'histoire est simple, linéaire même.
Des passagers sont pris au piège dans un train alors qu'une épidémie zombie éclate en Corée. Le train est bien évidemment l'un des points clés de l'intrigue, le réalisateur utilise à fond le décor. Des couloirs aux compartiments bagages en passant par les toilettes, tout est utilisé brillamment pour instiller de la tension. Il y a toute une séquence de remontée de l'engin que j'ose qualifier de séquence la plus originale de l'année. Mais tout s'écroulerait et ne tiendrait pas debout sans un casting de haute volée et des acteurs qui s'exécutent de fort belle manière. Ce sont bien évidemment des archétypes, la brute au grand cœur, les lycéens qui vont tomber amoureux, le personnage principal sans morale mais qui se révélera être plus que cela, mais ils ne sonnent jamais creux. Je me suis bien souvent demandé qui je préférais parmi les personnages, mais c'est l'ensemble qui fonctionne à merveille. Train pour Busan est après tout une métaphore plutôt simple. La gentillesse et la solidarité sont non seulement des qualités aidant à survivre, ce sont tout simplement les raisons qui forgent notre survie. C'est comme tout bon film de zombies, une critique de la société sous-jacente et peut-être l'une des plus fun en date. Numéro 11, Jean-Claude Van Johnson de Dave Callaham. Ce qui s'est fait de plus drôle en action cette année, c'est dans Jean-Claude Van Johnson. Quand j'ai vu le trailer de cette bizarre entité, je n'y ai pas totalement cru. Quand j'ai su que c'était un pilote pour Amazon aux côtés d'un remake de The Tick, ça devenait de plus en plus étrange. Et pourtant, quelle petite perle que ce pilote qui a heureusement été validé en série pour cette année. Jean-Claude Van Damme est tout simplement devenu un génie du comique ces dernières années. Cela passe par une profonde compréhension de son travail dans les années 90 pour mieux les détourner. JCVD se joue donc lui-même en tant qu'un assassin qui a utilisé toute sa carrière comme couverture. Vous avez bien entendu, c'est totalement méta et Van Damme vend tellement bien toutes ses blagues, aussi grandes ou petites soient-elles. Ça passe par des petites touches, le fait qu'il aille chercher son journal en Segway par exemple. Jean-Claude Van Damme est excellent, son sens de la comédie est ici évident, mais ce pilote lui laisse le temps de faire beaucoup de choses. Un grand écart, des scènes d'action montrant toutes ses skills, et même parfois des séquences un peu touchantes. J'en ai déjà marre d'attendre la série. Numéro 12, The Nice Guys de Shane Black. Pour être la comédie d'action la plus drôle, il aurait fallu être Jean-Claude Van Johnson. Cependant, The Nice Guys ne démérite absolument pas. On y trouve Ryan Gosling et Russell Crowe dans un registre totalement nouveau, jouant peut-être les pires détectives de Los Angeles des 70s, mais aussi les plus touchants. On est face à des acteurs qui donnent tout pour un script génialement drôle, dans un style dont seul Shane Black a le secret. C'est ironique, décalé, parfois sans morale, mais jamais sans un cœur et un peu de touchant derrière. Gosling est un père qui galère et Crowe, un personnage qui ne sait plus où il en est. Ce qui importe n'est pas qui gagne à la fin, mais tout simplement que nos deux protagonistes principaux trouvent leur vocation et deviennent tout simplement de meilleures personnes. Numéro 13, Green Room de Jérémy Saulnier. C'est tout simplement un film qui finit dans mon top 5 de cette année et ce pour plusieurs raisons. C'est la plongée en enfer d'un groupe de punk, les Ain't Rights, dans un vieux bouge peuplé de nazis qui se finit en véritable traquenard pour eux. Comme d'autres films que j'ai présentés avant, Green Room marche non seulement grâce à une caméra et un script mené de bout en bout, mais aussi une volonté d'utiliser à fond chaque élément du décor à des fins créatives. C'est noir et ultra violent et ce de manière graphique, vous êtes prévenus. Mais ce n'est pas que ça Green Room. C'est avant tout une partie d'échecs entre le groupe mené par Anton Yelchin, qui nous livre ici malheureusement l'une de ses dernières performances à l'écran à cause de son décès malheureux en 2016, et Patrick Stewart que je découvre en méchant néo-nazi qu'il guide avec la même précision qu'il pouvait le faire avec X-Men. Plongez-y tout simplement, le script retourne nos attentes, niveau bande-son ça tue, et à l'écran ça tue aussi. Numéro 14, Nerve de Ariel Schulman et Henri Just. Ne vous fiez absolument pas au trailer pour ce film, on vous vend un film d'ado banal alors que Nerve est bien plus intelligent qu'il n'y paraît. J'irais peut-être juste à dire que c'est au moins digne de m'avoir fait patienter pour Black Mirror vu la dose de technologie anxiogène qui est dépeinte dedans. C'est un puissant satire du spectacle anonyme et du culte de la personnalité qui peuvent surgir dans les réseaux sociaux. La surenchère à l'écran est totalement jouissive, le seul problème que je peux trouver est un troisième acte un peu faible comparé à ce qui nous a été présenté durant tout le temps du métrage. Niveau acteur, l'alchimie est manifeste entre Dave Franco et Emma Roberts qui sont deux acteurs qui m'ont toujours convaincu dans leur rôle et continuent dans ce film, mais je suis littéralement hypnotisé par ce long métrage. Il dégage une telle force en vous défiant de regarder plus loin, son utilisation des plans en drone ou de GoPro harnachés sur les protagonistes rendent la mise en scène assez folle. C'est efficace et esthétiquement, c'est une claque. Oui, il suffit souvent d'une ambiance nocturne et néon pour me faire apprécier un film, mais Nerve se l'approprie totalement jusqu'à signer une bande-son rétro que je classe parmi les meilleurs de cette année. Numéro 15, Sing Street de John Carney. Si vous avez manqué votre dose de feel good cette année, ce film est fait pour vous. C'est un autre péché mignon pour moi car il s'agit d'une histoire type coming of age sur des ados qui sont beaucoup trop talentueux pour être réels. Mais putain, quelle énergie! On ressort de Sing Street avec cette impression que grâce à l'art, tout peut s'arranger. Que ce moyen d'expression fait de nous des gens meilleurs et nous aide à améliorer le monde autour de nous.
Connor crée son groupe de musique afin de séduire une fille de son quartier mais finit par faire tellement plus. Il se découvre lui-même, forge une amitié sincère avec son groupe et sort 2-3 titres plutôt stylés qui restent un peu trop facilement en tête. Visuellement c'est pétillant et bien inspiré par les clips musicaux d'époque, mon film feel good de cette liste. Numéro 16, Kubo, l'armure magique de Travis Knight. Bordel, heureusement qu'ils l'ont nommé dans la catégorie effets spéciaux des Oscars celui-là, et j'espère qu'il va remporter le trophée dans cette catégorie. Aucun film ne peut prétendre réussir à instiller autant de magie et de rêve que Kubo. À certains instants, je ne peux tout simplement pas croire que cette œuvre a été réalisée en stop motion. Les jeux de lumière et les chorégraphies me rendent fou, et ils ont dû rendre fou 2-3 animateurs qui travaillaient dessus. Laika pond un chef-d'œuvre et ça me tue que ce soit passé aussi inaperçu. Par de nombreux points, c'est le film d'animation parfait et je pourrais limite regarder ça sans le son, comme un tableau. J'ai quelques problèmes avec le développement de la fin, mais ça reste assez mineur. Le casting des voix est indécent. Charlize Theron, Ralph Fiennes, Rooney Mara, Matthew McConaughey et tous livrent des performances de qualité. Vraiment, éteignez cette vidéo et procurez-vous Kubo quelque part, vous ne pouvez pas être déçus. Numéro 17, Shelter de Porter Robinson. Merci d'être resté pour la découverte d'une nouvelle perle d'animation. Shelter est le résultat de la collaboration entre Madeon, un de nos bons DJ français, et Porter Robinson, un DJ et producteur américain qui fait honnêtement des bons trucs en termes de mélodie et de paroles. Shelter est un hybride moitié court-métrage d'animation, moitié clip rythmé par la musique des deux artistes. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que Shelter parvient à faire en 6 minutes ce que des animes n'arrivent jamais à atteindre, à savoir une bonne caractérisation des personnages. Pour Shelter, nous n'en avons qu'une seule, Rin, vivant à l'intérieur d'une simulation virtuelle. Je suis vraiment fasciné par la qualité de l'animation déployée et de l'émotion qui se dégage du tout. C'est une belle métaphore sur la créativité et comment nous sommes inspirés par nos proches et leur impact sur nous. Numéro 18, Anomalisa de Duke Johnson et Charlie Kaufman. Je referme cette parenthèse sur les films d'animation avec Anomalisa, une autre perle de stop motion. Kaufman est vraiment un auteur qui me parle avec ses constantes crises existentielles et la magie qui ressort de ses collaborations avec Spike Jonze. Anomalisa est peut-être l'un de ces films qui me parle le moins, mais ça reste presque quelque chose d'incomparable avec ce qui se fait actuellement au cinéma. Michael Stone doit intervenir dans un congrès sur les services clients et se voit frappé d'une crise existentielle des plus pesantes tout en cherchant une échappatoire aux banalités de sa vie. Les performances vocales sont incroyables, en particulier Tom Noonan qui devrait être nommé meilleur acteur, actrice, second rôle et voire plus. Il donne sa voix à un nombre incalculable de personnages que ça en devient terrifiant. Jennifer Jason Leigh qui livrait une toute autre performance dans Les 8 salopards livre ici quelque chose de magique en interprétant la toute bizarre Lisa. Il y a des vrais moments touchants dans ce film atypique et entre autres une scène de sexe des plus magnifiques. Musicalement, Carter Burwell signe une nouvelle fois des morceaux de toute beauté tandis qu'une reprise de Girl Just Want to Have Fun était à deux doigts de me faire pleurer. Anomalisa, c'est un petit trésor qui mérite d'être chéri. Numéro 19, Patterson de Jim Jarmusch. Tous les films à partir de maintenant, je les considère comme non seulement les meilleurs de 2016, mais aussi comme de potentiels meilleurs films depuis 5 voire 10 dernières années. Et on commence par Patterson qui, sobrement résumé, est une histoire où rien de mal ne se passe ou presque, tout le monde est gentil avec tout le monde et chacun est un artiste ou un poète. C'est tout simplement la bulle dont j'avais besoin pour m'échapper en 2016. On suit la vie de Patterson à Patterson, chauffeur de bus et poète à ses heures perdues, et de sa femme Laura. Adam Driver se range dans mes acteurs préférés, plus je le vois à l'écran. Son talent est certain et s'affirme de film en film. Son couple filmique avec Farah Annie est ce que j'ai vu de plus mignon cette année. Jarmusch ne réédite pas la claque qu'il m'avait assénée avec Only Lovers Left Alive, mais Patterson reste une chouette expérience avec une réalisation précise et molletonneuse. C'est mon petit nuage de cette année. Numéro 20, The Strangers de Na Hong-jin. 3 films coréens cette année qui m'ont laissé sur le cul et The Strangers en fait partie. C'est définitivement mon film préféré de la filmographie du réalisateur. Mais encore une fois, il faut s'accrocher tellement celui-ci prend un malin plaisir à retourner le cerveau du spectateur. On ouvre sur une histoire de meurtre dans une ville rurale de Corée à la Memories of Murder pour finalement tendre de plus en plus vers le surnaturel à l'exorciste. À la fin de mon visionnage, je n'étais pas sûr de mon avis sur le film, mais bordel, je n'ai pas arrêté de penser à lui pendant 2 semaines. La fin est peut-être l'une des scènes les plus terrifiantes que j'ai jamais vues, ajoutée à une scène d'exorcisme dont je ne me suis toujours pas remis. Les performances sont extraordinaires et parmi elles, Kim Won-hee qui m'a cloué sur place alors qu'elle n'a que 14 ans. Ce n'est pas pour tout le monde, mais je ne minimise pas l'impact que ce film peut avoir pour peu qu'on soit mis dans les bonnes conditions. Numéro 21, The Witch de Robert Eggers. Ce n'est pas là le film le plus facile à aborder. Cela tient tout d'abord au choix de l'époque où mettre en place l'histoire, les États-Unis puritaines et ultra-croyantes du XVIIe siècle,
et cette volonté de coller au vocabulaire de l'époque, sans sous-titres, le visionnage est tout simplement impossible. Mais mince, en 7 minutes, ma mâchoire était déjà par terre car le film rendait parfaitement clair ses intentions de ne se priver d'aucun sentiment de malaise et de peur. C'est un long métrage qui paye sur la durée alors qu'une famille d'humbles fermiers est tourmentée par une sorcière. C'est tout simplement une leçon de jeu sur nos attentes et la mise en place d'une ambiance. Robert Eggers signe un premier film digne des plus grands maîtres d'épouvante. Numéro 22, Spring de Justin Benson et Aaron Moorhead. J'en entendais parler depuis 2 ans alors qu'il faisait la tournée des festivals. Mes attentes étaient au plus haut et Spring a quand même réussi à les dépasser. Prenez-le comme un magnifique Before Sunrise avec des touches de surnaturel. L'une des plus belles romances que j'ai pu voir au cinéma et je ne rigole même pas. On suit l'aventure d'Evan alors que sa mère vient de décéder et qu'il décide de donner un nouveau sens à sa vie en partageant voyager en Italie. J'ai adoré l'angle abordé par les réalisateurs, retournant nos attentes et nous laissant dans l'expectative tout le long sur la nature de ce surnaturel qui habite le film. C'est Lovecraftien et une profonde réflexion sur l'amour et le voyage. Lou Taylor Pucci tient le premier rôle et est le plus convaincant possible. On sent son changement alors qu'Evan accepte lentement la mort de sa mère et se reconstruit en Italie. Il est secondé par Nadia Hilker, l'intérêt amoureux du héros qui cache un secret mais donne tellement plus par sa personnalité à l'écran. Le film est une romance des plus appréciables mais ce sont les touches de surnaturel qui m'ont fait tomber red dingue amoureux. La réalisation est de qualité avec une image très carte postale et aérienne. Il y a en plus un plan séquence de 4 minutes qui est une vraie claque et a dû être un challenge bien retors à filmer. La musique par Jimmy Laval est aussi une perle et l'une des qualités du film. C'est mieux d'y aller tête baissée et se laisser porter. L'expérience en vaut la peine. Numéro 23. Hunt for the Wilder People de Taika Waititi. Un film néo-zélandais qui ne sortira sûrement jamais chez nous. J'étais intrigué de voir ce qu'il retournait de ce film créé par le prochain réalisateur de Thor. Et j'en ressors avec une question. Comment est-il possible de ne pas aimer ce film ? Le scénario est délicieusement barré alors qu'un vieil homme et un enfant fuient ensemble les services sociaux à travers la Nouvelle-Zélande. Si je devais faire une analogie, je dirais que c'est du Edgar Wright mais avec des accents néo-zélandais. Le script balance parfaitement entre humour et touche de sentiment et d'humanité. Sam Neill et Julian Dennison forment un duo comique parfait à la manière de 2 clowns de cirque. La caméra capte la Nouvelle-Zélande dans toute sa beauté et se paye même le luxe de faire référence au Seigneur des Anneaux de la manière la plus marrante qui soit. Je veux que toute une franchise soit créée autour de ces personnages et je ne peux tout simplement pas attendre plus longtemps la venue de Thor Ragnarok. Shit just got real. Again. Numéro 24, Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan. Un coup de poing. Kenneth Lonergan filme les interactions humaines avec une telle précision, alors quand il s'attaque au deuil, la perte d'un être cher et comment une erreur peut anéantir votre vie, le résultat est anéantissant. Le diable est dans les détails et tout dans ce film semble tellement réel. Des moments awkward des interactions humaines à un brancard qui refuse de se plier, tout contribue à détruire le peu de barrières émotionnelles qu'il vous reste. Casey Affleck joue Lee Chandler à l'écran, homme à tout faire à Boston dont le frère meurt soudainement et laisse un fils dont la charge revient bien évidemment à Lee. Casey Affleck livre sa meilleure performance alors qu'il avait déjà atteint la perfection dans l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, et s'il ne gagne pas l'Oscar, je manifeste. Mais tout le monde contribue à faire vivre ce film. Michelle Williams, Gretchen Mol, Kyle Chandler et Dan. Qu'est-ce que Lucas Hedges est bon, le parfait contrepoids à Casey Affleck. L'un des visionnages les plus durs, mais aussi l'un des plus vitaux de l'année passée. Et enfin, numéro 25, Swiss Army Man de Dan Kwan et Daniel Scheinert. Le film le plus drôle jamais réalisé traitant de la solitude, de la dépression et de l'acceptation de soi-même. C'est quand même assez fou que ce soit aussi génial alors que le concept de base c'est un corps qui pète avec des propriétés magiques. Les performances du duo Radcliffe-Dano sont incroyablissimes. Dano est pour toujours le mec un peu bizarre mais attachant à l'extrême, le choix parfait pour ce personnage. Quant à Radcliffe, c'est très simple, il donne la meilleure performance de cette année. Il n'est pas autorisé à bouger et tous ses changements d'expression sont réduits au minimum. Cela ne l'empêche pas de transmettre des galons d'émotion et comme il l'a si bien dit dans une interview, le premier paix vous fera rire, le dernier vous fera pleurer. Cela vient avant tout du script des Daniels qui est une petite merveille. Il dépasse de loin le gimmick de début pour nous envoyer dans une vraie aventure. Ils maîtrisent aussi leur caméra à la perfection, toujours au service de l'histoire et transmettant cette notion d'émerveillement constant. Certains moments font carrément bric-à-brac, mais c'est toujours compensé par cette extrême créativité. Enfin, la musique, celle-ci est magique tout simplement.
Composée uniquement de voix, elle accentue chaque moment avec une tendresse certaine et forme un personnage à part entière. Je vous souhaite vraiment de voir ce film et de ressentir les mêmes choses que moi, à une année 2016 très riche en bon cinéma, et à une année 2017 qui en promet une tout aussi bonne.